Alors, est-ce que je serai hors sujet si je commence à poser une question incongrue? Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme en France? Mince, il est hors sujet, il n'a pas compris, c'était pas le sujet. Alors, je crois qu'on peut répondre assez vite, oui, il y a de l'antisémitisme en France, il y a de l'antisémitisme en Europe, ça existe. De l'antisémitisme, j'entends hein, le mot au sens prosaïque du terme, puisque oui, les Arabes et les Juifs sont sémites. Bon, est-ce qu'il y a de l'antisémitisme qui, en même temps, une image négative de cette catégorie qu'on appelle les Juifs, et que dans les années 30, on a même fini par singulariser en appelant le Juif. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce qu'il y a des musulmans qui sont antisémites au sens où ils ont une projection du Juif qui est négative? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres parties de la population? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres parties de la population qui ne sont pas antisémites? C'est vrai aussi. Est-ce qu'il y a des musulmans qui ne sont pas antisémites au sens qu'ils n'ont pas une image négative des Juifs en tant que tels? Oui, c'est vrai aussi. Alors vous allez me dire, à quoi ça me sert de dire tout ça? Ben, c'est justement pour être complètement dans le sujet. Parce que lorsqu'on parle d'islamophobie, on pourrait dire, est-ce qu'il y a des Français qui sont islamophobes? Ah oui, c'est vrai, et puis beaucoup. Les sondages nous montrent que, ne serait-ce que du point de vue quantitatif, là pour le coup, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a des gens qui sont juifs et qui sont islamophobes? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui sont juifs qui ne sont pas islamophobes? C'est vrai aussi. Donc jusque-là, on est dans une logique qui est à peu près comparable. Mais la seule différence, justement, c'est lorsqu'on ajoute, ce qui fait partie du terme d'aujourd'hui, cette notion d'institutionnalisation. Institutionnalisé. Dans les années 30, il y avait de l'antisémitisme, il y avait probablement aussi des gens qui étaient anti-musulmans et qui étaient anti-arabes, mais qui n'étaient pas majoritaires. Par contre, les gens qui étaient effectivement antisémites au sens de, on va dire du juif, hein, étaient majoritaires, mais ce n'était même pas ça le problème, c'est qu'il y avait un antisémitisme institutionnalisé, un antisémitisme d'État qui produisait des lois, c'est-à-dire que l'appareil législatif lui-même était lancé dans une course folle et visait directement une catégorie particulière de la population. Eh bien, aujourd'hui, force est de constater que s'il y a de l'antisémitisme, ce n'est pas de l'antisémitisme d'État, ce qui n'est pas le cas de l'islamophobie, qui est devenue une islamophobie d'État, c'est-à-dire institutionnalisée, mais j'irai même plus loin, pas seulement institutionnalisée au sens où il y a des institutions qui peuvent être éventuellement des institutions publiques, mais une islamophobie de l'État lui-même. Donc pour moi, la vraie question, c'est pour ça que finalement, la vraie question, ce n'est pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont racistes? Bien sûr. Mais la vraie question est comment un État, en plus, qui repose sur la critique historique de toutes les formes de racisme, puisque c'est un État qui se dit moderne, et je vous rappelle que la modernité, contrairement à ce qu'on nous raconte en en tordant passablement la définition depuis quelques années, pas depuis tant de temps que ça, 10-15 ans, la modernité, c'est l'acceptation des différents modes d'être, c'est-à-dire modalité d'existence, modernité, dans un même espace qui est avant tout un espace juridique. Un espace juridique. Pourquoi? Parce que c'est par le droit moderne, qu'on protège ces différentes modalités d'existence, modalités d'être. Alors évidemment, le racisme, il existe, on peut le combattre avec des associations qui combattent le racisme, on peut le combattre d'une multitude de manières. Le problème est quand une forme de racisme particulière est directement institutionnalisée et est soutenue par l'appareil d'État lui-même. À ce moment-là, la lutte contre cette forme de racisme ne peut pas être seulement une lutte associative de base, mais doit aussi être une lutte politique. C'est pour ça que je rends hommage à la stratégie du CRI qui est fondée sur cette idée que ça ne peut pas se jouer ailleurs que sur le terrain politique, parce que l'islamophobie, contrairement à d'autres formes de rejet, hein,
qui peuvent être des rejets interindividuels, de groupes, etc., se jouent sur le terrain politique. Se jouent sur le terrain politique. Et ça me semble être fondamental à comprendre. Alors ça, c'est un fait. Ensuite, il y a les raisons. Je ne sais pas si j'ai le temps de les évoquer. Il y a les causes de cette évolution. Alors, les raisons, elles participent aussi, elles sont induites plus ou moins directement dans ce que j'appelle, moi, plutôt qu'islamophobie, même si je pense qu'il y a de l'islamophobie, mais je pense que c'est plus que de l'islamophobie, ce que j'appelle l'islamo-paranoïa. Pourquoi paranoïa? Ceux qui ont déjà entendu un peu mon discours sur ce sujet le savent, c'est que la différence entre la phobie et la paranoïa, c'est que la phobie, c'est un rejet parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on peut mépriser l'autre, parce qu'on est condescendant, enfin ça peut être une multitude de raisons. Pardon. Et la paranoïa, la phobie, ne suppose pas l'intention maligne de l'autre. C'est-à-dire qu'on en a peur, donc on l'évite. En gros, hein, quand je vous dis, quand on a la phobie des araignées, on évite les araignées. Et puis, quand on en voit une et qu'elle n'était pas supposée y être, éventuellement on l'écrase, on demande à son voisin de l'écraser parce qu'on a tellement peur qu'on ne peut même pas la toucher. La paranoïa, c'est différent. La paranoïa, on suppose, du point de vue clinique, hein, et moi je pense qu'on est aujourd'hui dans la paranoïa, c'est ce qui justifie que l'islamophobie, enfin l'islamo-paranoïa est devenue partie de l'appareil d'État. J'expliquerai pourquoi ensuite, justement. Dans la paranoïa, on suppose l'intention de celui qui est en face. Si je fais la même chose avec les araignées, je rentre dans une pièce, il y a des araignées, si je suis phobique, bon, bah, il y a des araignées, j'y pense, j'essaye de les éviter, j'attends, j'ai tous mes petits rituels liés à ma peur, bon, voilà. S'il n'y en a pas, j'y pense pas parce qu'il n'y en a pas. Je m'assois, je fais ce que j'ai à faire, je dors, etc. Si je suis paranoïaque, si je suis arachno-paranoïaque, je rentre dans la pièce, c'est pas pareil. S'il y a des araignées, je les regarde et je me dis, elles sont pas là par hasard, en tant qu'araignées. C'est-à-dire qu'elles font exprès d'être là, les araignées en question. Et s'il n'y en a pas, de toute façon, c'est pareil, parce que je me dis, si elles ne sont pas là, c'est encore plus louche, elles se cachent, elles préparent quelque chose. Et vous remarquerez que depuis le début des années 2000, le discours vis-à-vis des musulmans n'est plus un discours phobique et classiquement raciste tel qu'il pouvait exister dans les années 80, mais c'est devenu un discours paranoïaque parce qu'on suppose une intentionnalité maligne de leur part, entre guillemets. C'est-à-dire que tout signe d'islamité, en soi complètement inoffensif, je veux dire des sandwichs halal au quick, enfin pour des raisons économiques évidentes, c'est parce qu'il y a des consommateurs, hein, oui, le voile, hein, intégral, pas intégral, désintégré, un petit peu sur le côté, la barbe, comme ceci, comme cela, etc. Tous des signes qui sont mais vraiment a priori anodins, d'un seul coup, prennent une importance particulière, parce que ces signes prennent une importance parce que ce sont des signes qui font sens au-delà de ce qu'ils sont. C'est ça la caractéristique de la paranoïa. Au-delà de ce qu'ils sont, ils font sens dans un système qui est supposé être un système musulman. C'est le fameux terme, c'est ce que j'avais évoqué dans mon livre, pour ça que je disais que c'est un terme qui est à prendre avec des pincettes et à analyser, c'est ce terme d'islamisation qui se réfère à un processus qui est extrêmement profond dans l'inconscient collectif de ceux qui se veulent des Européens de souche et qui se redécouvrent comme des Européens de souche depuis le début des années 2000. Alors, je passe très vite parce qu'il y aurait une multitude de choses à expliquer pour valider mon hypothèse. Pour valider mon hypothèse, je pourrais la valider puisque je suis entouré d'un spécialiste du terrain qui connaît à peu près tout ce qui s'est passé, à la fois sur le terrain réel et à la fois comment ça a été traduit dans les médias, et puis d'un juriste éminent. Donc je pourrais évoquer
un élément toujours, cette question de l'évolution de la législation relative au voile. Et quelle est la caractéristique du paranoïaque? C'est qu'il change chaque fois de justification pour justifier une action qui va toujours dans le même sens. Mais il est obligé de changer de justification, selon les circonstances. Première loi sur le voile, 2004, mars 2004. La justification qui... Et j'en ai même discuté avec Bernard Stasi. Je disais, ce n'est pas une loi qui étend la laïcité. D'ailleurs, juridiquement, ce n'est pas une loi qui étend la laïcité. Elle est justifiée qu'au nom de l'ordre public, c'est-à-dire parce qu'il y aurait un danger imminent. Parce que sinon, on ne peut pas justifier ça. Juridiquement, une limitation de la liberté, des libertés publiques, des libertés individuelles. Donc, qu'est-ce qui va être dit? C'est qu'il y a danger parce que ces personnes qui sont mises en cause sont des mineurs. Donc des mineurs, c'est des mineurs qui sont incapables d'exprimer leur volonté, et donc il faut les défendre contre leur famille, contre le pouvoir des grands frères qui seraient des islamistes furieux, contre un tel, contre tel autre, etc. Et donc comme ils ne sont pas pourvus de volonté parce que ce sont des enfants, eh bien c'est pour les protéger, et c'est au nom de ce danger, et non pas au nom de la laïcité, contrairement à ce qu'on a raconté dans les médias. En fait, ça n'a rien à voir sur le fond, juridiquement, avec la laïcité. Première justification. Alors moi je dis, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement tolérant, peut-être trop finalement, très bien. Alors il y a peut-être danger, après tout, je ne sais pas tout, je ne vis pas dans le foyer des musulmans de France, donc je ne peux pas savoir exactement ce qui se passe, même si toutes les enquêtes nous montrent que ça ne se passe pas du tout comme ça, et que la plupart du temps, et que même souvent, sont des jeunes filles qui sont les plus fortes en tête, et que même elles se révoltent contre leur famille, et qu'elles sont donc pas vraiment conditionnées, mais faisons fi du problème sociologique, la réalité sociale en elle-même, disons dont acte. Les musulmans, puisqu'on est obligé aujourd'hui de généraliser comme ça, puisqu'ils sont visés en tant que tels, ont obéi à la loi. C'est-à-dire que d'une manière générale, il y a eu une obéissance, une soumission réelle quoi, à cette loi. On aurait pu dire, ah, chapeau, si c'était un phobique, c'est quelqu'un qui a peur, on aurait dit, bon, c'est bien quand même. Bon, ils sont un peu inférieurs à nous, mais quand même, ils sont bien. Ils font ce qu'ils font. C'était la réaction du phobie qui considère, qui veut être en recul, mais qui... Là, non. On a dit, ils sont malins. Ils s'y prennent autrement. Ils s'y prennent autrement. Par exemple, il y en a certaines, il y en a une qui a osé se raser. Il y a eu le cas, elle a osé se raser. Pour respecter la loi, dit, oh, pour contourner la loi, non. Pour appliquer la loi tout en respectant ses principes individuels, ses choix. Je ne veux pas montrer mes cheveux. On a dit, ah, quelle horreur. On n'a pas dit elle est intelligente, on a dit elle est maligne, au sens de la malignité. Quelques années plus tard, nouveau débat, parce qu'il y aurait un certain nombre de femmes qui porteraient un voile intégral. Alors on a dit burqa, niqab, enfin, tous ces trucs. Et là, à nouveau, on met en marche la machine juridique. Et on va nous dire, cette fois, pareil, ordre public, parce qu'on ne peut pas limiter une liberté publique au nom de la laïcité. Quand François Hollande nous dit qu'on va étendre la neutralité dans l'espace public, il faut quand même que vous vous rendiez compte que, réellement, ça ne veut rien dire, au sens où les Anglais disent qu'une phrase est nonsensical. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. La neutralité de l'espace public, ça n'existe pas. L'espace public, c'est un espace d'expression. C'est-à-dire que la neutralité de l'espace public, c'est la neutralisation. Ce n'est pas du tout l'esprit de 1789. Si le seul endroit, comme le dit François Hollande, où la liberté sera préservée, enfin, où la neutralité ne pourrait pas entrer, c'est l'intimité, ça veut dire qu'on est libre, tout seul, dans sa salle de bain, face à sa glace. Ça, on avait déjà le droit de le faire sous l'Ancien Régime, donc on ne voit pas très bien quelle est l'avancée. On voit bien que c'est ridicule. En tout cas, on nous dit, justement parce qu'on ne peut pas la justifier au nom de la laïcité ou de je ne sais quoi, on nous dit, c'est parce qu'il y a un problème d'identification. Enfin, on a toutes les multitudes de raisons qui passent, parce que là, elles sont adultes, donc bon, on ne peut pas dire quand même, il ne faut pas exagérer, c'est des enfants qui sont capables d'exprimer leur volonté, hein. C'est un problème d'identification, même si en réalité les enquêtes
sociale que nous avions, nous montré que ces femmes acceptaient parfaitement de s'identifier dans les conditions où on peut demander une identification, c'est-à-dire à la poste pour récupérer un paquet personnel, etc., dans tous les niveaux. Mais bon, moi qui suis tellement tolérant, parce que je ne peux pas m'empêcher d'être tolérant, je dis, dont acte. Allez, très bien, peut-être qu'il y a vraiment un problème d'identification, etc. Alors vous allez m'expliquer pourquoi. Pourquoi en août 2013, d'un seul coup, alors que j'étais en vacances, je reçois un coup de téléphone, alors j'étais même pas au courant de cette espèce de débat, de la radio Europe 1, ils me disent oh, il faut tout de suite que vous veniez ce soir dans un débat, on va avoir des ministres, etc. C'est la folie. Je dis qu'est-ce qui se passe il paraît qu'il y a des problèmes à l'université. Déjà on est en vacances, donc pour moi qui suis universitaire, il y a des problèmes à l'université. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont des agrégés, qui sont rentrés dans les amphis pendant l'été alors qu'ils sont vides. Non, il y a vraiment des problèmes, il y a des groupuscules un peu partout. Des groupuscules de quoi? Enfin, ils sont tellement puscules que, bon, jusque-là, on ne les a pas encore vus. Il y a des groupuscules qui veulent imposer la charia. Alors là, ça y est, on a prononcé un mot immédiatement. Dans les universités, donc c'est terminé, il faut interdire le voile à l'université. Alors déjà, je ne vois pas le rapport, avec la choucroute. Et alors là, c'est le simple foulard. Pas de problème d'identification, enfin on les reconnaît, hein. Je veux dire au contraire, c'est pas une manière même, tiens, hein. Et en plus, elles sont adultes consentantes, mais elles sont non seulement consentantes, qu'elles sont réputées être plus consentantes et plus aptes à choisir ce qu'elles veulent faire, puisqu'elles sont à l'université, qu'elles ont passé leur baccalauréat, l'école de la République, enfin, tout ce qu'on dit sur le sujet. Donc on ne comprend plus quelle est la justification, et c'est ce que j'ai dit dans cette émission où je suis allé. Quelle est la justification? Et il y avait le président, c'était intéressant, le président de la conférence nationale des présidents d'université, qui suit ce qui se passe et qui allait remonter de la base, il dit, très sincèrement, monsieur le député, puis monsieur le ministre et monsieur je sais pas qui, nous, on n'a pas vu un seul problème. Alors il dit, oui, mais il paraît qu'il refuse l'enseignement du darwinisme. Ah bon, enfin, bon, moi qui n'enseigne pas la biologie, j'ai peut-être pas ce problème, hein, mais chaque fois que j'ai eu des gens qui refusaient mon enseignement, si ils le refusaient intérieurement, grand bien leur face, ça n'a jamais interrompu un cours, il n'y a pas de problème d'ordre public, ils font ce qu'ils veulent, ils ont 0 à la fin, s'ils ne mettent pas ce qu'il y a, et puis c'est terminé, et ça n'a jamais posé aucun problème. Et alors les musulmans, tous musulmans qui sont, moi tous ceux que j'ai connus à l'université, ce qu'ils veulent, c'est avoir la meilleure note possible, réussir, etc. Et en général, plus ils pratiquent, plus ils sont ascétiques, plus ils veulent avoir des bonnes notes pour avoir l'air d'être vraiment bons. Donc c'est ce que j'ai observé empiriquement, mais on me dit non. Alors, je leur dis, écoutez, la seule justification, normalement, ça serait interruption du cours, parce que là, il y a limite d'ordre public, violence, etc., atteinte à la tranquillité, salubrité, sécurité publique, là d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Ok. Mais le problème, c'est que je ne connais pas un seul de mes collègues, le président de la conférence nationale des présidents d'université n'a pas eu une seule université où il y avait eu interruption des cours à cause d'une manifestation de musulmans qui disent on interrompt le cours, on vous empêche d'enseigner, etc. Ça ne s'est pas vu. Je leur dis, en revanche, moi qui suis pourtant plutôt de tendance trotskiste, il y avait des groupes trotskistes, hein, à la fin des années 60, au début des années 70, qui ont interrompu des cours, ça n'a pas provoqué... Alors ça a pu provoquer la préfecture, des mesures d'ordre public localisées et ciblées, et encore en faisant attention, parce que c'était quand même les enfants de la bourgeoisie. Hein. Donc si c'était finalement le fils du préfet qui bloquait les cours parce qu'il est trotskiste, le préfet, il est un peu... vous voyez, il réfléchissait avant d'aller interdire quand même... bon. Ou alors, vous faites attention, hein, vous les traitez bien. Vous voyez, c'est parce que quand même... Bon. Là, ça n'a pas entraîné l'appareil législatif. Donc je leur dis, pourquoi? Et ils me ressortent le coup des groupuscules, qu'on ne voit pas tellement qu'ils sont puscules. Je me dis, ils sont où ces groupuscules? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez l'interdire? Et donc là, vous voyez bien que nous sommes dans un processus où on vise des gens en raison de ce qu'on pourrait appeler un procès d'intention, sens propre comme un procès figuré, avec l'appareil d'État, avec le soutien de l'appareil d'État. Et lorsque l'appareil d'État va dans un sens, ça a des effets sociaux pour sortir de l'aspect juridique, politique, etc. C'est le cas de Cyrine. L'affaire Cyrine, c'est typique.
de plus en plus de proviseurs surinterprètent la loi, qui est déjà une loi qui vise directement les musulmans, mais eux, ils la surinterprètent parce qu'ils savent bien que ça vise les musulmans, et ils interprètent l'esprit de la loi. Alors qu'une loi, théoriquement, c'est fait justement pour qu'on soit dans la clarté et qu'on ne soit pas dans l'arbitraire. Non, là, ce sont des lois qui engendrent des effets supplémentaires d'interprétation individuelle. Et donc, la jeune fille qui avait un bandeau, je crois que c'était de 10 cm, c'est à peu près de 10 cm, elle est convoquée et on finit par la mettre à la porte. Pourquoi on la met à la porte? Parce qu'elle aurait, je crois, contourné la loi, mais ça c'est l'interprétation du proviseur. Elle aurait contourné la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que la loi, c'est une loi qui est supposée vous empêcher d'être musulman, c'est-à-dire d'empêcher d'exprimer votre liberté de conscience. Est-ce que c'est ça? Alors moi, c'est ce que j'appelle, dans mon prochain livre, c'est ce que j'appelle la laïcité comme hygiène culturelle. Dans les années 30, on avait un mouvement qu'on appelait l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'était, parce que, et c'est là où je vais vous livrer mes réflexions actuelles, l'hygiénisme, ça venait d'un mouvement qu'on appelle, alors il y a beaucoup de ismes, hein, qu'on appelle le différentialisme. C'est-à-dire l'idée que les gens sont différents les uns des autres, et c'est très bien qu'ils vivent leurs différences, on les aime bien, mais il faut qu'ils restent dans leurs différences et qu'ils ne viennent pas nous les imposer. Jusque-là, bon, il n'y a pas, c'est ce que j'appelle là le différentialisme ségrégatif. La ségrégation, c'est quand on dit, bon ben moi, je ne suis pas d'accord avec ces gens, de notre côté, je leur reconnais le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur coin. D'accord ? Le problème, c'est que le différentialisme ségrégatif, en période de paranoïa collective, c'est-à-dire lorsqu'on a le sentiment qu'on est heurté dans notre être, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez les Européens dits de souche, et c'était ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, il glisse vers du différentialisme intrusif. Et pourquoi il glisse vers du différentialisme intrusif? C'est-à-dire qu'il se permet, au contraire, d'attaquer les autres, de franchir la frontière qui me sépare des autres. Pourquoi? Parce que la caractéristique du différentialisme, c'est un peu le regard du zoologue, qui peut être fasciné par les fourmis, les orang-outans, les bonobos, tous ces animaux merveilleux. Et donc c'était vraiment, les différentialistes, ça pouvait être des gens qui étaient fascinés, même qui étaient fascinés par les cultures lointaines. Mais lorsque la culture en question est ici, et donc qu'elle se métisse à moi, qu'elle est proche de moi, à ce moment-là, j'ai le sentiment que c'est comme si c'était des bonobos, c'est pour ça qu'il y a du racisme dans la rue, des bonobos qui voulaient s'accoupler à moi et s'imposer à moi. Ah, c'est pas pareil, je peux les aimer quand ils sont loin, parce que c'est quand même merveilleux, c'est vraiment complexe les bonobos, la culture des bonobos et puis tout ça. Mais par contre, quand c'est ici, c'est pas exactement le même sentiment. C'est pour ça que je vous donne un exemple d'une notion qui est célèbre, que j'analyse un peu dans mon prochain livre, qui est la notion d'espace vital. Qui est une notion célèbre, puisque la notion d'espace vital a été inventée par un auteur qui s'appelle Haushofer, qui est un Allemand, qui est un des pères de la géopolitique allemande. Et au départ, cette notion d'espace vital, elle était ségrégative. C'est-à-dire les Allemands vivent entre eux. Il ne s'agit absolument pas d'aller agresser les autres. D'ailleurs, lui, il était contre l'intervention dans des pays où il n'y avait pas d'Allemands. L'idée, c'était de réunir le plus d'Allemands possible sur un territoire le plus large possible, mais où il y a des Allemands, mais surtout pas d'aller s'occuper des autres. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la thèse du choc des civilisations. Le choc des civilisations, ce n'est pas l'idée d'aller agir sur autrui. Au départ, c'est l'idée de maintenir le plus éloigné possible. C'est ce que dit texto Huntington dans son bouquin. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est passé de l'espace vital, on vous met à distance, à l'espace vital, on élimine toutes les différences qui sont dans l'espace dans lequel je vis. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, après le traité de Versailles qui humilie l'Allemagne, suppression d'un certain nombre de territoires, avant ça, les conquêtes napoléoniennes qui ont écrasé la Prusse, etc., 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 et j'en passe, et plus la crise économique qui, elle, touche tout le monde, puisque c'est la crise de 29, mais en plus, avec cette
humiliation extrêmement forte des Allemands. Le discours d'ailleurs de Hitler était un discours sur le traité de Versailles qui nous avait humiliés, etc., etc. La notion d'espace vital va être interprétée comme étant le droit d'aller se battre contre ceux qui sont en face. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est légitime, parce qu'ils nous ont déjà attaqués. C'est-à-dire que le seul fait d'être là, en réalité ils ont une intention, on est dans la logique paranoïde, ils ont une intention, ils sont même partout, ils sont cosmopolites, les Juifs sont cosmopolites, ils sont partout, ils infusent. Du coup, si on les attaque, c'est pas parce qu'on les attaque, c'est parce que c'est une contre-attaque, donc c'est de la légitime défense. Et en plus, comme on a déjà presque perdu, il y a un renversement de la représentation du faible au fort, puisqu'ils sont un peu partout. Du coup, on a le droit d'employer des méthodes qu'on n'aurait pas employées en d'autres temps. On a le droit d'être violent, puisque 1, c'est de la contre-attaque, c'est de la légitime défense. 2, ils ont déjà presque gagné. 3, comme c'est foutu, on peut prendre des mesures de dernière minute. D'où la notion d'espace vital, type Hitler. Qu'est-ce que dit en 2003 François Baroin dans son rapport au Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, sur la laïcité? Il emploie la notion de nouvelle laïcité. Et qu'est-ce qu'il dit sur la notion de laïcité? Il dit « l'heure est grave, il ne faut plus faire dans la dentelle. Il y a un moment où la laïcité entre en contradiction avec les droits de l'homme, dit-il. » Ce qu'il dit. Alors que la laïcité est un produit direct de la logique des droits de l'homme. Il dit « elle entre en contradiction avec les droits de l'homme » et réponse. Et à ce moment-là, évidemment, il faut choisir la laïcité contre les droits de l'homme. C'est ce qu'il appelle la nouvelle laïcité. Heureusement qu'il a mis effectivement nouvelle, parce que c'est très nouveau, hein, cette idée. Moi, c'est ce que j'appelle la laïcité d'exception, comme il y a des tribunaux d'exception quand on se croit en situation de guerre. Il y a un renversement. Je finis juste sur ce truc. Avant 2002-2003, 2003, c'est aussi l'attaque en Irak, où les Américains n'écoutent pas l'avis des Européens, donc les Européens sont encore plus dans justement cette paranoïa, cette espèce de sentiment de décadence généralisée, de ne plus être perçu, etc. Bon. Qu'est-ce que dit ouais, voilà. C'est que avant 2003, on est dans la logique du choc des civilisations déjà, mais dans la logique ségrégative, on met à distance, etc. Après 2003, ils sont déjà là, en fait ils nous ont déjà gagné, il y a un renversement du faible au fort. Avant 2003, on est raciste mais condescendant. On dit, ces Arabes, il y en a trop, c'est chiant, il faudrait, c'est les anciens immigrés, etc. On est dans une logique qui est très condescendante, qui peut être limite négative, etc. À partir de 2003, vous observez le discours, on dit, les salauds, ils sont plus forts que nous. Ils nous ont gagnés. C'est ce qui se passe dans les années 30. Renversement, ils sont déjà là, ils nous ont gagnés. Et on va avoir un renversement de la logique du faible au fort. C'est-à-dire que vous êtes faible, mais en fait c'est une ruse, c'est même la ruse de votre force. Vous êtes dans des quartiers qui sont des quartiers où il y a moins d'infrastructures, où les gens sont plus pauvres, etc. Michel Tribala, c'est que vous faites exprès, parce que comme ça vous êtes ensemble et vous êtes plus nombreux pour pouvoir attaquer le centre. Logique de guerre. Vous priez dans la rue parce que la mosquée est trop petite et pas les moyens de l'association de quartier, etc., etc. C'est parce que vous êtes en train d'essayer d'occuper le territoire. Donc toutes les faiblesses vont être traduites en termes de force intrusive. Résultat, l'État se permet une intrusion qui va être légitime parce que c'est une contre-intrusion qui a la légitimité de la légitime défense 1, 2, parce qu'ils sont plus forts, donc on peut y aller, et 3, on a déjà presque perdu, donc c'est un acte qui est un acte tragique. Et c'est ce que nous dit la thèse de Rabia, qui aujourd'hui est portée par presque tout le monde. Ce qui fait qu'on est passé d'une logique de choc des civilisations à une logique de guerre de civilisation, ce qui est l'équivalent, quand on prend la notion d'espace vital, à l'espace vital qui était seulement ségrégatif, à un espace vital qui devient intrusif. Alors c'est extrêmement grave, et je finis par là, je finis par ce truc-là, parce que ça a donné naissance à ce populisme, ce que j'évoquais dans mon dernier bouquin, ce populisme qui vient, où j'explique qu'aujourd'hui on fait référence au peuple, peuple pris dans son ensemble, parce qu'on doit le défendre contre un mal extrêmement puissant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle du peuple, en réalité, comme on parlait du peuple dans les années 30, c'est-à-dire du vrai peuple qui s'oppose à toutes les autres minorités qui sont ce faux peuple
qui est déjà en train de tenter de nous transformer malgré nous. Vous voyez? Et donc on voit qu'aujourd'hui on a une sorte de suspicion. Quand on dit peuple, on entend le vrai peuple. Parce que le reste, vous avez un géographe comme Christophe Guilly, c'est ce qu'il dit. Il dit, maintenant on voit bien que les petits blancs des cités, qui vivent dans les cités, ils étaient heureux avant dans ces quartiers, mais maintenant les modes de vie ont tellement changé, il n'y a plus que des épiceries halal, et puis il y a des voyous qui évidemment, comme ce sont des voyous, c'est forcément des musulmans, ils font une sorte de micro-djihad permanent dans la cité. Du coup, ils chassent ces braves petits blancs qui restaient encore là, ces classes moyennes. C'est ce que dit Christophe Guilly, qui est aujourd'hui important, qui est aujourd'hui au Parti Socialiste une figure de la gauche populaire, et qui en même temps est élu avec bonheur par Marine Le Pen, si vous voulez. Donc tout est... Et donc ces petits blancs sont chassés à l'extérieur. Ils ne savent plus quoi faire. Et on n'émet même pas l'hypothèse, parce que c'est un phénomène qui est un peu vrai. L'hypothèse que justement, c'est une stratégie d'individus qui ont plus les moyens matériellement et qui préfèrent aller dans les petites villes, justement parce que c'est plus agréable d'y vivre, plutôt que dans les périphéries urbaines des grandes agglomérations. Non, c'est tellement désirable de vivre dans les périphéries urbaines des grandes agglomérations qu'on explique qu'ils veulent tellement être entre eux qu'ils chassent les autres. Et vous voyez que tout est justifié de cette manière. C'est que la notion même de populisme, elle est différentialiste. Elle tend à dire, attention, il y a agression. Et à partir de là, on peut se permettre absolument ce qu'on veut. C'est pour ça que je crains le pire. Je vous remercie. Merci.